OK, Ouais, là, ça rentre tout seul. Parfait, parfait, c'est ça. parfait. Il n'y a plus de waiting room. Alors, on a fini un petit peu en retard avec Esther. On va se donner quelques minutes, mais on ne devrait pas commencer plus tard que et 20 pour pas avoir trop de retard pour tout le monde. Alors, moi, je suis curieux. Est-ce que tout le monde a lu le livre d'Esther? Ça fait quand même 2 semaines que vous l'avez, là. Ben oui, hein? Ben oui, ben oui. J'ai pas Pas commencé par encore. celui-là, c'est ça. Ah ouais, ça, c'est une belle excuse quand même. Moi, je ne l'ai même pas commencé. Hey, j'ai presque fini le premier que j'ai commencé, c'est bon. Ah oui, c'est lequel? Celui de Rémi, Ah oui, c'est fou, La hein? montre au lac. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça, son analogie de si tu rushes trop, tu fais lever toute la boue, là, c'est génial. Franchement, là. Alors, moi, dépendant du nombre de personnes qu'on va être, on est déjà 27. Je suis très confortable, moi, à avoir les micros ouverts. S'il y en a qui font trop de bruit ou qui ronflent pendant qu'ils dorment, ben on leur dira d'éteindre leur micro, on leur fera signe. Mais moi, j'aime ça avoir un petit peu d'atmosphère parce que je plains les humoristes qui sont au cinéparc puis qui attendent des coups de klaxon pour les jokes. Moi, je fais beaucoup de tentatives d'humour, je les manque souvent, mais au moins, j'aime ça entendre des «Oh». Comme ça me dit qu'il faut que je les explique. Alors, j'espère que ça se passe bien pour vous. Je suis juste curieux ici, vite, vite, comme ça, à main levée. Qui était là pendant les 3 semaines de pré-événement? OK. Qui a assisté à aucun pré-événement? Pas trop quand même. Pas trop quand même. OK. Fait qu'aujourd'hui, ben, on va faire les choses en bonne et due forme. Ça va être une conférence atelier formelle avec, je vais me présenter, tout le kit, là, tout le kit. Et puis, on va mettre ma grosse face en spotlight pendant les parties où je parle. Il va y avoir des interactions dans les breakout rooms. Il n'y aura pas de round robin généraux, sauf à la fin, on va voir. À moins que ça soit vraiment l'atmosphère qui soit conductive à ça. Mais je vais plutôt vous faire parler ensemble qu'en grosse gang. Fait qu'on est 32. On attend encore 1 ou 2 minutes. Y a-t-il quelqu'un qui a un commentaire à faire, une citation intelligente, une réflexion pertinente? On va tout vous prendre. Profitez-en parce que quand je pars, je pars. Hey, salut François. Salut Émilie de Carufel, comment ça Ça va va? bien? Hey, on match! Ben oui, t'as-tu changé ta couleur? T'étais pas de ce couleur-là avant? Légèrement. Mais tu sais, on se divertit comme on peut hein, dans la pandémie, fait que c'est ça. Ok, c'est correct. Tant Mais, que c'est volontaire, tant que c'est volontaire. wow, ben oui, c'est essai-erreur hein, dans la vie, fait que c'est ça. En tout cas. Moi, j'avais une question pour toi. C'est tu parles de panique à magique, puis peut-être que tu l'as déjà dit, mais je me demandais s'il y avait des baguettes magiques cette année. Je l'ai pas dit, non. C'est tout. C'était ma réflexion intelligente. Oui, en fait, je vais en parler des baguettes magiques à la fin. Cool! C'est tout. C'est intelligent quand même. Merci, Émilie. C'est une bonne question. Pour la petite information, les baguettes magiques, j'ai donné 400 baguettes magiques depuis 2 ans à mes clients. C'est un succès fou. Les gens capotent quand ils reçoivent leurs baguettes. Ils en shake quasiment. Et puis, il y en a là, qui me rappellent, disent, il t'en reste-tu? Je vais t'en acheter sur le black market. Là. C'est très drôle. C'est très, très drôle, ces baguettes-là. Bon, ben je pense que c'est pas mal stable. Ça bouge pas beaucoup. Moi, je dirais qu'on commence. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Ben oui, gardons. Ben oui. Ouais. Excellent. Donc, je me mets en spotlight et puis on part. Ça va être un rythme fou. J'ai pour à peu près 7 heures de conversation avec vous autres. Fait que, non, c'est pas tant que ça quand même. Non, mais je dois vous dire, par exemple, je vous remercie d'être là. 2, Panique à Magique, c'est un concept que j'ai imaginé à cause d'une intervention que j'ai faite chez un client. Le client m'a demandé de rendre les gens inconfortables dans son équipe. Il dit, j'ai pensé à toi. J'ai dit, ben braillot, c'est super. Mais c'était un atelier de 8 heures. Alors, j'ai extrait certaines de ces parties-là pour vous faire vivre une certaine zone d'inconfort. Donc, je me présente très rapidement. Mon nom, c'est François Lavallée, comme vous avez pu le voir. Je suis biologiste organisationnel. J'ai commencé ma carrière comme biologiste moléculaire, où pendant 3 ans, j'ai étudié les structures du gène d'une protéine, en fait, qui fait pisser des rats. Ça m'a appris à être fluide dans la vie, hein? C'est ça qu'il faut. Alors, mais pendant 3 ans, j'ai regardé ça, puis par la suite, je me suis rendu compte que dans le fond, la biologie organisationnelle, c'est un peu le même concept. C'est comment est-ce que les molécules interagissent autour du code d'une compagnie pour faire exprimer le produit de la compagnie. Alors, j'ai changé de titre, biologiste organisationnel, et puis j'ai même vu une définition sur le web, à un moment donné, il disait, c'est « someone who solves a problem you didn't know you had in a way you don't understand ».
J'ai trouvé ça vraiment cool. See also Wizard Magician. Juste de même, là, pour me mettre dans le mood, j'ai écouté Harry Potter une 8e fois dimanche soir. J'ai tendance à parler beaucoup et à réfléchir après. Fait qu'une des façons de faire, c'est d'écrire des articles de blog. J'en ai 150 déjà de publiés. J'ai plusieurs livres que j'ai publiés en autopublication et le dernier qui est oublié, La gestion du temps, gérer vos priorités, qui est vraiment disponible en librairie. Mais ce que j'aime bien faire, c'est me présenter d'une façon plus originale, qui représente plus ma personnalité. Alors attention aux ordinateurs et les haut-parleurs allumés trop fort. C'est parti. Bon, c'était juste le monde dans mon vidéo qui criait ou vous avez crié aussi? On a crié aussi. OK, parfait. C'est ça qu'il fallait. C'est ça qu'il fallait. Alors aujourd'hui, on veut apprivoiser l'inconfort un petit peu, mais aussi avoir du plaisir. Ça fait partie de ma vie, le plaisir. Donc, je commence avec un sondage sur l'inconfort. Alors, c'est quelques questions. Je vous invite à répondre rapidement. Il y a deux questions, tout simplement. Et à la fin, vous cliquez sur Submit. Alors, les réponses sont pas mal longues. Je vous laisse le temps d'écrire. Alors, la première question, c'est quel est votre niveau de confort dans votre emploi actuel? Et le deuxième, c'est quel niveau d'inconfort pouvez-vous tolérer? Parce que j'ai certaines slides aujourd'hui que j'hésite à vous montrer. Parce que je ne suis pas sûr que vous allez toffer ça, là. Alors, on a 13 sur 29, ça va bien, ça va bien. Est-ce que tu nous sous-estimerais, François? Non, mais je vais vous demander la permission de mettre ces slides-là. Il y en a qui sont inconfortables, alors qui sont totalement contemporaines avec l'air du temps. J'ai déjà dit oui, c'est parfait, on aime ça, on aime ça. Alors, 27 sur 29, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Votre niveau de confort actuel, très confortable, assez confortable, la plus grande partie des gens. Bon, il y en a qui ne savent pas trop ce qui va se passer, mais c'est correct. Il n'y a personne qui écrit « arg ». Ah oui, il y en a une. C'est-à-dire que ça ne marche pas pantoute, là, votre niveau de confort à la job. Votre niveau d'inconfort que vous pouvez tolérer. Alors, la plus grande partie des gens disent « je prends quelques risques avec une belle faute de frappe dans la mesure du possible ». Moi, je suis très confortable avec les typos en passant. Quelqu'un un jour m'a dit « ouais, tu écris sur la qualité puis tu fais des fautes d'orthographe. » J'ai dit « tu as deux choix dans la vie. Tu peux être parfait ou être intéressant. Devine qu'est-ce que j'ai choisi. » Ça a été fini. Ensuite, amenez-en des décisions. Oh, on a 29% des gens qui sont prêts à prendre beaucoup de risques. Et puis 11, aucun problème. Il n'y a personne qui a voté 11. Ça, je suis un petit peu déçu. J'aime ça, moi, 11, mais c'est correct, c'est correct. Alors, voici les résultats. Je vous les laisse regarder. Je ne cache rien, mais je vais continuer dans mon palabre. Alors, on va parler d'inconfort aujourd'hui, puis je reviens là-dessus. Là. La première semaine, ceux qui étaient là ont vécu un inconfort de silence. C'était assez spécial. La deuxième semaine, John Husband nous a fait exploser le cerveau avec ses prévisions du futur et aussi, moi, c'est ce qui m'a fait exploser aussi le cerveau, puis on a eu des problèmes techniques. On essayait vraiment de régler ça le mieux possible, mais il y a eu un inconfort encore une fois. La semaine passée, pour moi, c'était le pire des inconforts. Je ne comprenais même pas les questions d'Eva. Le U-Theory, j'en avais lu un petit peu, mais je ne comprenais pas les questions d'Eva. J'étais abouti dans un breakout room avec Kim. Je ne sais pas si Kim est là aujourd'hui. Et je suis là, allô? Ah, hein? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien compris. Ouais. Puis moi aussi. C'est ça. Mais on a eu un beau moment quand même. C'était parfait. Ensuite, on vous a fait faire une construction. On vous a mis presque seul dans des salles, puis il y a une personne par salle à peu près qui a réussi la construction. Et là, on vous a dit qu'à la force d'un réseau, puis je reviens toujours là-dessus, c'est important à Spark, c'est pas les éléments, c'est pas le nombre de personnes que vous connaissez, mais c'est la relation que vous entretenez avec eux. C'est ça qui fait la force du réseau. Et ça aussi, ça nécessite des efforts. Faire des connexions, faire des bonnes connexions, faire beaucoup de connexions. Et pour beaucoup de gens, c'est aussi un inconfort. Alors, je trouvais que de panique à magique, c'était pas pire quand même comme thème aujourd'hui. Parce qu'on sait, entre autres, qu'on vit dans cette ère-là qui s'appelle VICA, volatile, incertaine, complexe et ambiguë. On le sait, ça fait des années qu'on en entend parler. Puis l'acronyme a changé l'année passée. Je fais des farces avec ça, là, mais c'est vrai pareil. On est rendu virtuel. C'est plus, c'est complètement inconnu, OK? Et c'est rendu chaotique. Et le A, a passé de asymptomatique à asocial. Mais je pense que le plus important, c'est adaptable. On s'est adapté à cette nouvelle réalité-là. Alors, on part tout de suite avec une discussion en breakout room. La discussion va porter sur un inconfort que vous avez vécu dans votre vie, que ce soit au boulot ou à la maison. Mais vraiment, je veux qu'ensemble,
vos discussions. On va faire des salles de 3 personnes seulement. Pourquoi c'était confortable? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Et je veux que vous preniez un petit peu de temps pour le faire et vous allez avoir aussi sur Miro, je ne sais pas si mon ami Anders a déjà mis le lien dans Miro. Voilà. Parfait. Vous avez, merci beaucoup, vous avez donc l'opportunité d'aller dans Miro et de verbaliser, d'écrire quelles étaient ces situations-là inconfortables. Alors, Anders, je pense que tu as le contrôle des breakout rooms. Bon, je reviens en spotlight. Alors oui, je le sais que c'est court, 5 minutes. Il faut être efficace. Il faut être efficace. Alors, je vais vous challenger aujourd'hui d'avoir des discussions rapides et intenses. Parce que cet inconfort-là, on ne le génère pas toujours comme on veut. J'étais dans un groupe tantôt qui me disait, ben, on n'a pas d'inconfort, nous autres. Oh, ça déjà, c'est un problème. Parce que s'il n'y a jamais d'inconfort, puis on est trop confortable dans notre position, comment est-ce qu'on peut imaginer aller plus loin, plus fort, si on ne génère pas un petit peu d'inconfort? Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ce test-là ici. J'avais fait faire ça il y a 2 ans à Spark the Change, où on demande aux gens de dessiner en 4 lignes des liens entre les 9 points. Et c'est très difficile de faire parce qu'en fait, on ne peut pas suivre les points et spontanément, on suit ces points-là. Alors, évidemment, ça, c'est celui qui est bien connu. Celui qui est moins connu, c'est en 3 lignes, faire le lien entre les 9 points. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Dans les 2 cas, cependant, ceux qui réussissent, c'est ceux qui pensent hors de la boîte. On dit souvent « think outside of the box ». Et c'est vraiment la façon de réagir. Maintenant, la boîte n'est pas aussi petite qu'on peut l'imaginer. La boîte, c'est pas ça. La boîte, c'est plus ça. Il faut vraiment aller très, très loin en dehors de la boîte pour réussir certaines tâches. Et ça, ben, c'est le grand défi qu'on a tous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai décidé de parler de panique à magique, ben, il faut comprendre que c'est la zone entre les deux. La zone d'inconfort, la zone où on ne veut pas absolument sortir de notre endroit où on est présentement pour aller beaucoup plus loin. Malheureusement, si on reste dans notre zone de confort, il ne se passera rien. Alors, je vous arrive avec un concept super génial ici. Je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent ça. Il y a une petite faute d'orthographe là ici. Je ne sais pas si vous la voyez tous. Là. Il y a un petit squiggy qui n'est pas à bonne place. Alors, c'est un concept qui s'appelle Shu-Hari. Là, demandez-moi pas si c'est en chinois, en japonais ou en coréen. Là, ça doit être en japonais, mais je ne suis pas sûr pantoute. Là. Alors, le Shu, c'est d'obéir, de suivre la règle, d'être conforme. L'étape suivante, c'est le Ha. On se détache. Et puis là, on est en train de penser à innover, c'est-à-dire qu'on plie les règles un petit peu. Et finalement, le riz, c'est intéressant, dans le fond, c'est de se dire, est-ce que je peux créer d'autres règles? Alors, une autre façon de le voir, puis là, j'aime le concept d'échelle ici ou d'escalier, c'est au début, on suit les règles. C'est normal dans toutes les entreprises. Et plus c'est gros, plus c'est corporatif, et plus on suit la règle, et plus c'est difficile de briser la règle. Sauf que quand on parle d'inconfort, c'est justement là où il faut aller. Plier les règles un petit peu beaucoup dans certains cas. Puis dans d'autres cas, c'est carrément dire non, regarde, c'est moi la règle. C'est moi qui crée les nouvelles affaires, puis suivez-moi. Ou vous démissionnez, puis vous devenez consultant. Donc, on dit qu'une personne sage sait quand et comment faire une exception à chaque règle. Une personne sage sait improviser quand c'est nécessaire, mais une personne sage ne naît pas sage, elle le devient. Alors, moi, j'ai la prétention de dire qu'aujourd'hui, on va peut-être faire un pas de plus vers cette sagesse-là, mais pour ça, il va falloir sortir de notre zone de confort. Alors, j'ai trouvé une slide de Dilbert que je trouve vraiment géniale là-dedans. Alors, je le lis rapidement. On dit nos audits internes viennent de trouver que tu as violé 400 règles de compagnie l'année passée. Je trouve ça pas mal bien. Le gars, il dit ouais, il dit c'est aussi celui qui a accompli, je suis celui qui a accompli le plus l'année passée. Alors, le gars, il dit « connect the dots ». Je trouvais qu'il y avait un lien direct avec mon petit exercice. Et là, son patron répond « Ah, il faut créer plus de règles? » Et mon Dieu qu'on a des règles. Et depuis 1 an, on a des règles sanitaires incroyables qui ne correspondent pas aux réalités de tous. Puis la seule façon de survivre, c'est se conformer. Ouais, mais c'est parce que dans ce cas-là, ça n'a pas de sens. Alors, oups, tout d'un coup, notre COVID nous fait faire le chi-a. OK? Chi, on s'est conformé. Le a, y a-tu des places que je peux plier la règle? Ça a encore du sens. Puis là, ben, il y en a qui ne respectent aucune règle, puis là, ça cause des problèmes dans ce cas-là. Mais il faut peut-être aussi créer des nouvelles règles, autant pour la COVID, parce que la COVID est là pour rester. Alors, le concept de dire « je sors de la boîte » est super important. Le but, dans ce cas-là ici, dans cet exercice-là, c'était de relier les points. Comment est-ce qu'on peut réussir à le faire? Et c'est primordial de sortir de la boîte. Il y a un beau dicton qui dit ici, nos organisations ne réussissent pas à cause de leur structure, mais en dépit de celle-ci. Alors, il faut vraiment revenir en arrière et se dire, bâtard,
Ces règles-là, ces structures-là, ils viennent d'où? Bien, ils viennent de loin. Ils viennent de l'ère industrielle qui a commencé là, au début du 19e siècle, puis qui a eu une deuxième révolution industrielle avec l'automatisation au début du 20e siècle. Et c'est super important de comprendre qu'est-ce que la révolution industrielle a fait sur l'humanité. L'ère industrielle a concentré les gens dans les villes alors qu'on était éparpillés partout en campagne. L'ère industrielle a uniformisé les pratiques, les bonnes pratiques, les procédures. Ça vient de ça. Il fallait tous faire les choses de la même façon alors qu'avant, on était des artisans. L'ère industrielle nous a forcés à se spécialiser. Et c'est allé très, très loin dans certains milieux industriels où la spécialisation allait jusqu'à dire « moi, je visse, puis toi, tu dévisses ». Puis on ne se mélange pas les jobs. C'est complètement fou, cette spécialisation-là. Elle a aussi centralisé le pouvoir. Le pouvoir, il vient d'en haut avec l'ère industrielle. Tu n'en as plus de pouvoir quand tu es en bas. On a aussi maximisé la notion de profit à tout prix. Et on a aussi synchronisé les gens. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avant l'ère industrielle, les gens n'avaient pas de montre, n'avaient pas d'horloge dans les villages. L'industrialisation a forcé les horloges parce qu'entre autres, quand le train passait, il fallait qu'il passe à l'heure précise. Il y avait une traque de chemin de fer à travers la campagne. Si les trains ne respectaient pas l'horaire, bien, il y avait une collision. Donc, on n'avait pas le choix de se synchroniser. Puis aujourd'hui, on est encore là-dedans. Pourquoi? Parce que la solution à tous ces problèmes-là ou ces avancées, ces innovations-là de l'ère industrielle, ça a été de dire, on va éduquer les gens à ce qu'ils comprennent toutes ces notions-là de centralisation et de synchronisation. Alors, on a créé le système scolaire. Les enfants qui travaillaient dans les usines à partir de 7-8 ans ne comprenaient aucune règle. Alors, on a créé le système scolaire. Puis pour bien vendre ça, on a dit aux gens, on va vous apprendre à compter, on va vous apprendre à écrire, on va vous apprendre à lire. En fait, il y avait un agenda sacré, il y avait un agenda secret. On va vous apprendre à être ponctuel. On va vous apprendre à obéir. Et on va vous apprendre à répéter sans poser de questions. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui posaient trop de questions dans les classes, là. Moi, j'en posais beaucoup. Et je me faisais dire, tu peux-tu arrêter, François? Je vais le dire dans 10 minutes. C'était non-stop. Alors, tu arrives à temps, tu obéis, tu ne poses pas trop de questions. Ah oui, puis tu répètes, hein? Combien de fois on les a faites, nos multiplications, puis nos analyses de phrases, puis nos règles de français, puis c'était tout le temps la même chose. Pourquoi? Tu arrives en industrie, tu arrives sur le milieu du travail, puis tu te fais dire, c'est à 8 heures que tu commences. Puis en passant, je vais te dire quoi faire, c'est mieux de le faire. Puis non, je ne veux pas que tu poses de questions pendant le board meeting. Alors, on se demande après ça pourquoi nos employés, qui sortent avec 10, 15, 30 ans d'école des fois, comment ça se fait qu'ils n'ont pas d'initiative? Ben oui, tu as passé ta vie à te faire dire quoi faire. Et là, tout d'un coup, ton boss dit, ben oui, prends-en des décisions. Ben oui, c'est sûr. Alors, on a un problème avec ça. On a un sérieux problème avec ça. Alors, on a l'ère industrielle qui nous a presque empêchés d'être créatifs. Puis là, on est dans l'ère post-industrielle, où la concentration du pouvoir, la concentration des gens dans les villes est en train de sortir. Là. Avec le télécommuting, le remote work, les gens s'en vont en banlieue. Uniformisation? Non. On ne veut plus du produit pareil pour tout le monde, on veut de la mass customization. Complètement différent. Spécialisation? On a maintenant les néo-généralistes qui sont en train de prendre la place des experts de matière. Centralisation? De plus en plus, on veut que les gens décident dans leur département. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Maximisation? Ouais. La croissance à tout prix, on se rend compte que ça ne marche pas. On est en train de penser à la croissance, pas la croissance, mais l'économie circulaire, une croissance stable. Alors, il y a des changements incroyables. Puis la synchronisation, je ne sais pas si vous vivez avec ça, vous autres, là, mais le concept de Social Enterprise Network, là, il y a les social networks, Facebook et tout ça, mais aussi les Social Enterprise Network. Et là, on parle de Slack, de Yammer, de Google Meet, des SMS, Monday, Zoom, Trello, Teams. On est en train de virer fou avec cette synchronisation-là. On est on tout le temps. Puis à l'inverse, on a des gens qui nous disent, attends une minute là, on est supposé être bon dans tout, mais moi, à chaque fois que j'essaie de mentionner quelque chose, je me fais dire par le boss, hey, tu vas déranger l'ordre établi. Fait qu'on a plein d'expertise, puis on n'est même plus capable d'en parler. Pourquoi? Parce qu'on est en conformité. Alors, j'ai trouvé une belle métaphore pour vous parler de conformité. Ici, il faudra en ce cas que tu marches. Les microsiens vont t'escorter jusqu'à la frontière de la microsianie. Et rappelle-toi bien de ne jamais quitter tes souliers de rubis. Ne les ôte pas, ne les perds pas, ou tu te trouveras à la merci de la méchante fée de l'Ouest. Mais comment arriverai-je au magicien? Le chemin n'est pas tellement compliqué. Il n'y a qu'une route. Elle part d'ici, c'est la route aux briques jaunes. Mais
Et si jamais je quittais la route? Va, suis toujours la route de briques jaunes. Ben alors, c'est un beau pays, mais on y séjourne pas longtemps. Je suis la route pavée de briques jaunes. Je suis la route de briques jaunes. Suis toujours 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 la route de briques jaunes. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, follow, follow. Bon, ben non, on ne le fera pas jouer jusqu'à la fin. Là. Vous connaissez toute Oh. l'histoire. Ouais, non, je le sais. Ça aussi, je l'ai écouté il n'y a pas longtemps. Oh. Ben, c'est encore bon, c'est encore bon. J'espère que tout le monde a déjà vu ce film-là. Sinon, ben, c'est un must. Ben oui, Parce qu'en Magicien gros, d'Oz. Le Magicien d'Oz, super belle histoire. Il y a des belles métaphores là-dedans. Une que je retiens dans cette petite séquence-là, c'est elle veut vraiment réussir, elle veut aller voir le Magicien d'Oz. Puis le truc, c'est pas compliqué, c'est ça. Suis la route. Il n'y a rien qu'une route. Ôte pas tes souliers. Oui, mais si je quitte la route. Non, suis la route, suis la route, suis la route, suis la route, suis la route. C'est assez clair comme message? Suis la route. Jaune. Qu'est-ce qu'on a en entreprise? Hmm. Obéis, arrive à l'heure, répète. Fait que moi, j'écoutais ça, je me dis, mon Dieu, c'est incroyable, c'est ce qui se passe en entreprise. Tu suis la route de briques jaunes. Ouais, sauf que le concept de conformité dans nos entreprises, il est très, très, très présent. On le sait qu'on a des règles à faire, à suivre. On sait qu'on doit faire ce que le boss nous dit de faire. On sait qu'il y a une procédure, qu'il y a un protocole, qu'il y a un principe corporatif. Sauf que Dorothée a réussi son histoire parce qu'elle sort de la route. Parce qu'elle dévie. Parce qu'elle ne respecte pas tout nécessairement. Puis qu'elle conteste. Puis ça, je pense que c'est le principal message que je veux vous passer aujourd'hui. Dorothée est une déviante positive. La déviance positive, dans le fond, c'est qu'on connaît notre marge de manœuvre. On est capable de penser à de la performance, à de l'innovation. On a une conformité créative. Puis on a plein de trucs pour survivre à la bureaucratie qui nous entoure. On en a tous de ces trucs-là. Alors, on va faire une deuxième discussion. François, hein, excuse-moi, on a le droit de parler? On a-tu le droit? Ben oui, tu as le droit de parler. Je peux aussi te mettre à mute si je ne suis pas content, mais Ah, vas-y. c'est vrai. C'est Tu me vrai. la fermeras si ça ne t'intéresse pas. Non, mais Vas-y. ce que je trouve intéressant, très intéressant dans ce que tu viens de présenter, c'est que ce qui fait aussi que c'est peut-être possible de dévier puis d'aller voir ailleurs, c'est que l'objectif est clair. On sait qu'est-ce qu'on veut. On veut aller voir le Magicien d'Oz. Tu sais. Ouais. Il y a quelque chose d'important dans c'est quoi l'objectif, c'est quoi le résultat dans le fond, ou c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre, puis comment on va s'y rendre, c'est pas nécessairement important. Fin de ma citation. C'est une belle citation, Catherine, merci. Merci. Parce que c'est exactement ça. Quand on sait où est-ce qu'on doit aller, on doit prendre les moyens pour y aller. Puis oui, on est tous très conformes. Mais en même temps, on sait aussi qu'il y a des gens autour de nous, bizarrement, qui sont capables de faire plus, puis de contourner les obstacles. Puis ça marche tout le temps, leur affaire. Ils se font jamais pogner, eux autres. Puis eux autres, là, ils se font dire « Ah, mon Dieu, que c'était bon, c'était incroyable ce que tu as fait. » Quand on regarde comme fou ce que ces gens-là font, on se rend compte que peut-être qu'ils n'ont pas tous suivi les règles. Alors, on va se faire une discussion, encore une fois, en breakout room. Là, on va le faire en 2 étapes, la breakout room. La première, en 5 minutes comme ça, c'est est-ce que vous connaissez des gens? Donnez des exemples de gens qui sont capables de contourner les obstacles. Puis, posez-vous la question, comment ils font ça, contourner les obstacles? Ils ne doivent pas se cacher tout le temps. Alors, c'est la première discussion. J'ouvre les salles. Encore une fois, c'est random. Ayez des belles discussions. Je vais vous envoyer un petit message pour dire que ça finit bientôt. Vous n'êtes pas obligé de sortir immédiatement. Vous pouvez finir votre phrase en passant. Mais regardez le timer, parce que quand ça coupe, ça coupe. Bonne chance! Ah oui, en passant, Merci. si vous êtes avec quelqu'un que vous n'aimez pas, sortez. On va vous mettre avec quelqu'un d'autre. Sérieux, là? Vous n'avez pas besoin d'endurer ça. Bonne discussion. Bon, tout le monde est revenu. Alors là, je vais vous demander, j'ai décidé quelque chose, là, je m'en allais vous retourner dans le Miro, en fait, dans les discussions de groupe, pour parler de ces gens-là qui sont déviants, mais qui réussissent. Et puis, je me suis dit, non, tiens, je vais me rendre inconfortable, je vais changer mon modus operandi. Fait qu'on ne le fera pas en breakout room, on va le faire plutôt en round robin, en tour de table. Alors, on va se poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous empêche de faire comme ces gens-là qui dévient et qui réussissent? Quels obstacles ou des barrières qui sont présents autour de vous qui vous empêchent de faire ça? Donc,
Je m'enlève de Spotlight. Et on a une discussion de groupe. Je vous invite tout le monde à vous mettre en mode galerie pour voir toute la gang qui est là. On est 35. Et de la façon qu'on va fonctionner pour augmenter un petit peu le niveau d'inconfort, hein, c'est qu'il va y avoir un premier volontaire ou une première volontaire qui va parler, qui va expliquer un petit peu. Et cette personne-là, attention, va pointer la prochaine personne qui va parler. Alors, tout le monde peut être pointé. Qui veut commencer? Puis se faire des amis en pointant les autres. Un ou une. Je peux bien reposer la question, s'il te plaît? Oui, oui, Dad. Tout ce que je veux, c'est les gens que vous avez identifiés chez vous, qui réussissent à contourner les règles. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Qu'est-ce qui vous empêche, vous aussi, de contourner des règles? Je peux initier la discussion. Initie, Jean-François. Parfait. Ben, en fait, je pense que c'est la seule raison, c'est soi-même là, qui nous empêche là, de faire ça. Sinon, je pense qu'il y a toujours une bonne manière de dire les bons mots puis de dévier de la conversation. Pas de la conversation, mais du sens là, pour aller dans un autre path. Donc, moi, pour ma part, je pense pas qu'il y a rien qui devrait être là. OK. Fait que c'est toi le problème. Oui. Qui t'aimerait entendre? Je suis naturellement comme ça. Un volontaire ou tu pointes quelqu'un, Jean-François? On fait ça vite. Je vais pointer Émilie Carufel, excuse-moi. Vas-y, Émilie. All right. Qu'est-ce qui nous empêche? Mon Dieu, moi, j'en ai une pelletée d'affaires. On a peur de se faire taper ses doigts, on a peur du jugement des autres, on a peur de se faire dire c'est pas correct, t'aurais pas dû faire ça, même si c'est pas tant grave. On a peur, quoi d'autre? De plus se faire aimer, de se faire abandonner. J'exagère, mais peut-être pas tant que ça. J'entends peur beaucoup, par exemple. Ouais, ben moi, c'est ça beaucoup, là. C'est comme l'appréhension alors que des fois, tu traverses le pont ou tu défonces la porte, puis on le sait souvent, là, c'est finalement, on n'avait pas tant raison d'avoir peur. Ouais. Merci, Émilie. Merci d'avouer cette peur-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut commenter? Est-ce qu'il y a d'autres Ah non, c'est moi qui pointe! Ah ben, vas-y. OK, là, elle n'a plus peur pantoute. Vas-y. Ben non! Ça va être Robert. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en plus. Peut-être qu'il ne voudra plus jamais te parler après, mais vas-y, Robert. Non, moi je peux parler si vous voulez. Le problème, c'est si j'arrête ou pas. Non. Moi, j'ai compris que les types de personnes qui vont contourner les obstacles, contourner les règles, c'est vraiment les personnes que je vois que les règles qui ne sont pas alignées avec leur but, comme qui sont données par leur gérant ou quoi que ça. Alors, ils vont trouver des façons de, je sais pas comment dire ça en français, mais game the system pour jouer pour contourner les règles, pour faire que eux, ils atteignent leur but. Oui. Mais ça correspond un peu à ce que Catherine disait tantôt. Si ton but est clair, tu vas prendre le chemin qu'il faut pour se rendre. Oui. Excellent. Merci, Robert. C'est une belle réflexion. Est-ce que tu veux pointer quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux briser la règle, du coup? Ben oui, go! Allez, on va créer de l'inconfort dans la règle, tiens, boum. Il y a quelque chose qui est étonnant, c'est tout ce que j'entends là, et puis je pense que ça va directement pointer ce qu'on appelle les valeurs personnelles. On a des propres valeurs, on se construit autour de ça, que ce soit par exemple l'autonomie, la bienveillance, la sécurité, etc., etc. Et en fait, tout ça, à un moment donné, on va être capable de passer à côté des règles à partir du moment où ça peut toujours respecter nos valeurs. Et on a de l'inconfort envers des personnes qui font des choses qu'on n'oserait pas parce que c'est en dissociation avec nos propres valeurs. C'est comment ça se fait que lui, il le fait, peut-être parce que lui, il n'a pas peur du jugement des autres. Nous, oui. Donc, du coup, ça fait partie de notre valeur d'avoir un ego peut-être un petit peu plus mis en avant, etc. Alors que lui, peut-être qu'en termes de valeur, c'est peut-être moins gradué. Et il y a probablement, justement, lié aux actions qu'on fait, tout un ensemble de croyances qui sont basées sur nos valeurs. On va croire, comme je pense que c'est Émilie qui a dit, on va croire qu'on va être jugé. Mais c'est de la croyance, c'est pas une vérité. C'est peut-être que tout le monde s'en fout, mais ça, on le sait pas. Mais c'est nos valeurs à nous de nous sentir confortables dans le regard des autres. C'est excellent, Alain. Puis là, je vais être obligé d'arrêter les partages parce que c'est la meilleure introduction que tu pouvais faire pour la prochaine étape de mon speech.
Ah, bon. Alors, merci, Alain. Ok, je t'en prie. J'aurais pu te payer pour que tu fasses ça, ça n'aurait pas été mieux. Alors, Ok. on va reprendre la discussion. Là, je vais vous faire vivre un certain inconfort, justement. Alors, je disais, il faut passer de notre zone de confort à une zone où la magie va arriver, puis ça passe par une zone de panique, une zone très inconfortable, puis il faut apprendre à être confort dans cet inconfort-là. Alors, quoi de mieux que de se poser des questions qui n'ont pas d'allure? Alors, je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent le jeu Privacy. C'est un jeu qui est disponible commercialement, qui coûte une vingtaine de dollars. En anglais, c'est encore plus drôle parce que, tu sais, en français, c'est écrit privacy, c'est bizarre, c'est le mot français, mais c'est écrit sur la boîte tout avouer, ne rien admettre. C'est très, très drôle, ça. Puis en anglais, il parle de uncomfortable truth. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser des questions. Littéralement, je vais vous poser des questions et j'ouvre le sondage. Tout de suite, répondez pas, je n'ai pas posé la question encore. Alors, c'est pas compliqué, là. Je vous pose une question, vous répondez par oui ou par non. Là, je cache les réponses pour le moment. Vous essayez d'imaginer, il y a combien de personnes qui ont dit oui. OK? On va faire un petit test, là, facile comme ça, là. Alors, évidemment, c'est moi qui pose les questions parce que ça va être plus drôle. J'aime mon prénom. Ah non, 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 laissez faire. Je l'aime pas déjà, celle-là. C'est vraiment pas drôle, ça, comme question. On va en prendre une autre. C'est des cartes en passant, OK? Je lis les cartes. Il y a différentes couleurs, différentes intensités de malaise là-dedans. Alors, moi, celle-là, je la trouve drôle pour commencer. Attention, là, c'est une vraie question. Vous votez oui ou non? J'ai déjà sucé un orteil. Là, j'aimerais ça que vous ouvriez vos micros, par exemple, parce qu'il y a certaines questions qui causent l'hilarité générale. Non, mais je veux pas faire de jugement. Non, 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 on ne juge pas. J'ai déjà sucé Non, un mais par ma réaction. Alors, je ne sais pas quel genre de foule j'ai ici, mais ça a répondu très, très rapidement, celle-là. Oh my God! Oh my God! Alors, moi, il n'y a pas les réponses, OK? Je vais vous les montrer, les réponses, mais essayez d'estimer dans votre tête. Parmi, on a 33 personnes qui votent ici. Il y a combien de oui? Combien de personnes ici ont sucé un orteil? Beaucoup, je pense. Juste un instant, juste un instant. Là, on va y aller à la main levée, parce que je vais donner des chiffres. Là. Vous levez la main si c'est le chiffre que vous pensez. Moins de 5. OK? Entre 5 et 10. En pourcentage, excuse, ou en nombre de... En nombre. OK. Puis pas de décimale. Je vous dis. Okay. Entre 10 et 15. Okay. Plus de 15. C'est-à-dire plus de la moitié des gens ont déjà sucé un orteil. Ah ben là, c'est le dernier choix de réponse, là, ou il va en avoir un autre? C'est le dernier choix, je pense. C'est le dernier choix. Alors, voici les résultats. Ouais, c'est ça. Seulement 9 qui ont sucé un orteil. OK. En général, quand on voit les réponses, quelqu'un dit « Coudon, vous n'avez pas d'enfant, vous autres? » Rien que des menteurs. Là, tout d'un coup, les autres répondent « Oh, j'avais pas pensé à ça! » C'est clair. Là, on commence à se dire « Oh, peut-être que j'ai pas tout à fait compris la question. » Alors, ce que je vais faire, je vais relancer le sondage, bien sûr, et je vais vous poser une autre question, OK? Dans le genre inconfortable. Là, vous allez deviner quel genre d'inconfort que je veux créer chez vous, là. J'ai déjà dormi au boulot. Si c'était autorisé, ça compte? Non. Est-ce que l'école, ça compte, quand on était à l'école? Ah, c'est une bonne question. Ça fait, moi, dans mon cas, ça fait longtemps quand même. Si tu es enseignante. C'est ça. Ah, j'ai pas répondu. Ah, ben là, c'est parce qu'on fait ça vite quand même. Alors, qui pense qu'il y a moins de 10 personnes qui ont déjà dormi au boulot? OK, on va y aller gros, là, entre 10 et 20. Ouais. Plus de 20. Vous voyez, vous avez des avis divergents quand même. Alors, voici les réponses. Il y en a 18 sur 33 qui ont déjà dormi au boulot. Bon. Qui l'admettent. C'est pas qu'ils l'ont fait, mais qu'ils l'admettent. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va. C'est complètement. Moi, je pense qu'il y a des menteurs dans la salle. OK, là, on va arriver dans des vraies questions. Attention. J'ai déjà fait pipi dans la douche. Ah! Je vois vos réponses, là, OK? OK. Qui pense qu'il y a moins de 10 personnes qui ont déjà fait pipi dans la douche?
Ah, là, il y a comme un consensus quand même. Entre 10 et 20. Il y a encore un consensus. C'est quand même fou le consensus. OK. Entre 20 et 25. Ah non, plus que ça. Oh, puis là, plus que ça. Regardez la réponse. Bon, on a déjà tous été enfants, ça aussi. Tout le monde. Ah oui. Je m'attendais. C'est qui la personne là, qui n'a pas fait ça? Hey, wow. C'est anonyme. C'est anonyme. OK. Je pense que c'est une erreur. C'est la méthode la plus écologique. Oui. Alors, ici, dans le même genre d'idée, je suis une adepte du Kama Sutra. Oh, juste un La instant. question est partie. Bon, la question était... Voilà. Je suis adepte du Kama Sutra. Alors, je sais pas, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est le Kama Sutra. Ouais, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu l'as déjà lu. Adepte étant enfant ou adepte étant pratiquant? Non, mais tu peux m'avoir entendu parler puis dire que oui, je suis adepte pareil, là, tu sais. Ah, François, il faut juste être adepte ou pratiquant? Ben, adepte, ça veut dire qu'on pratique. Voyons, pratiquant. Ceux qui en parlent, c'est ceux qui se vantent pour rien, là, mais on parle de... OK, alors, allons-y. Moins de 10, on lève la main. Entre 10 et 20. Oh boy, là, je ne veux pas juger personne, là, mais bon. Plus de 20. OK, quand même. Alors, voici les réponses. Alors, il y en a seulement 9 qui sont adeptes du Kama Sutra. OK. C'est là que je regrette que ça soit anonyme. C'est ça, c'est qui? Ah, non, mais... Je vais en poser une sérieuse. Baisse ta main. Non. Je vais en poser une plus sérieuse. Attention. Je suis pour la peine de mort. Ah bah, ça pique, ça, hein? Ah, ça calme. Wow. Il y a juste 2 options, là. Ouais, hein? Ouais. Non. Oui ou non? Du Kama Sutra, la peine de mort. Ouais, c'est... Peine de mort par Kama Sutra. C'est une position? Et voilà. OK. Qui pense qu'il y a moins de 10 personnes qui sont pour la peine de mort? Entre 10 et 20. Plus de 20. Là, il y a comme un consensus quand même. OK. Et là c'est bizarre, mais il y a moins de son dans la salle, hein? Ouais, c'est l'inconfort monté. Alors, on a quand même le tiers des gens, 39%, qui sont pour la peine de mort dans la salle. C'est Alain qui disait tantôt, là, quand ça travaille dans nos valeurs, l'inconfort augmente. Puis il y a certaines questions là-dedans, là, je vous jure, ça met tout le monde mal à l'aise. Je vous en donne quelques-unes. On ne le posera pas comme question. Et je vous explique pourquoi je vous en parle, parce que moi, je fais ça dans des activités de team building. Quand c'est une équipe d'exécutifs, ils sont 15 autour de la table, puis on se pose des questions. Et il y en a qui sont vraiment intimes les uns avec les autres. Il y en a un, à un moment donné, il dit « Ah, j'en ai une! » Puis bizarrement, les questions en anglais sont beaucoup plus tordues qu'en français. Je ne sais pas pourquoi. Et là, lui, il dit en anglais, et il dit « Comment il disait ça? « I've bleached my asshole. » Tu as bleaché ton trou de cul. OK. Et là, tout le monde part à rire. Puis là, on fait le oui puis le non. Puis il y avait pas mal de oui, finalement. On ne connaît même pas la question. Mais je dis, qu'est-ce qu'il a bleaché là? Il n'y a pas de poêle. Puis là, ils m'ont tous dit, c'est parce que tu ne regardes pas les bons films. Alors, quand on parle d'inconfort, c'est un peu étrange. Parce qu'il y en a dans la pièce là, qui ont arrêté de respirer quand la question est sortie. Dans la même session, il y en a un qui dit, pour 20$, je serais prêt à sentir le pet de mon voisin. 20$. 20$. Et là, ça riait, puis il y en a un, il dit, moi, j'ai répondu non, je le ferais gratis. OK. Ce que ça crée, cependant, dans une consolidation d'équipe, c'est que là, les gens apprennent à se reconnaître. Et quand il y a des questions où le pourcentage de oui est très, très élevé, même si c'est une question comme l'histoire de faire pipi dans la douche, là, soudainement, on se dit, oh, on n'a jamais parlé de ça. Puis parce qu'on pose une question anonyme, on est capable ensuite de se regarder et se dire, ah, regardons. J'ai déjà fait poser la question dans un groupe comme ça. La question était, est-ce que vous êtes en accord avec le plan stratégique? Puis il y a 8 personnes sur 12 qui ont dit non. Plan stratégique de quoi? Et le plan stratégique de l'organisation. En fait, le plan stratégique qui avait été soumis au siège social, c'était une division,
Ça avait été soumis au siège social 2 semaines avant la rencontre par le même comité exécutif qui venait d'avouer que 8 sur 12 étaient contre le plan stratégique. Le président de la division était complètement époustouflé de ça. Il dit « Qu'est-ce que vous avez fait? » Ouais, mais c'est parce qu'on pensait que tout le monde était d'accord. Ça s'appelle être en conformité. Ça s'appelle du groupthink. Ça s'appelle ne pas avoir assez de courage pour prendre les actions qui doivent être prises. C'est la raison pour laquelle, dans certains cas, ce jeu-là est là essentiellement pour une chose. C'est pour se démontrer qu'il y a des mots dans l'entreprise qu'on n'a pas le droit de prononcer. Il y a des mots, il y a des concepts dans l'entreprise qu'on n'a pas le droit d'avoir. On n'a pas le droit de discuter. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu un mot qui commence par ça dans vos meetings exécutifs. On parle de tabou. Non. Ah! C'est pas celle-là que j'avais entendu. Ou encore un autre concept qui est très, très, très mal vu dans les entreprises. On en parle beaucoup, hein, depuis quelques mois de ça. Non. Je parle d'être négatif. Non. Je parle d'être négatif. De dire des affaires qui sont négatives dans un meeting. Et mon Dieu, que ça va pas bien, ça. Les gens, ils vous disent, mais là, François, franchement. Ou encore ce mot-là. Ça passe pas super bien dans les entreprises. Feedback, bien sûr. Alors, l'idée là-dedans, c'est que le concept de panique à magique, c'est vraiment ça. C'est de se dire, est-ce que j'ai le courage de faire les choses, puis de faire les bonnes choses de la bonne façon pour être sûr qu'on avance. Alors, imaginez si vous aviez une baguette magique et vous n'auriez aucune contrainte de budget, de ressources, de temps ou encore une confiance totale, aucune crainte. Émilie, tantôt, disait la peur de ci, la peur de ça. Ouais, c'est ça. Imaginez si vous pouviez imaginer, oui, une façon de faire des changements confortables, mais des changements qui vont avoir un gros, gros impact. Moi, j'appelle ça faire de la magie. Et là, je vous mets au défi d'identifier ce qui va se passer dans la prochaine séquence vidéo. Là, s'il y en a qui connaissent le truc en passant, criez pas, OK? Restez silencieux. This is a gradual change test. Watch this short film and try to spot the change. Only one thing will change. Did you see it? Y en a-tu qui l'ont vu? Que tu peux la repasser? Je me suis mis en plein écran trop tard. Ça s'en va bien. Few people notice it, even though it happened in plain sight. Here's what changed. Okay. We think changes draw attention, but we don't realize how much we can miss. We're blind to our own change blindness. Now that you know what's changing, you can actually see the change happening. It just doesn't draw your attention automatically. Watch it again. Our overconfidence that we will notice such changes reflects an everyday illusion, the illusion of attention. Alors, l'idée là-dedans, c'est que oui, il y a moyen de faire des changements. Il y a moyen de les faire de façon subtile. Puis les gens qui font de la déviance positive, souvent, c'est ce qu'ils font. Dans certains cas, c'est pas du tout subtil. Dans d'autres, c'est vraiment un petit changement qui est introduit lentement. C'est comme l'histoire de la grenouille que tu mets dans l'eau bouillante, qui sort immédiatement, versus une grenouille que tu mets dans de l'eau froide, en augmentant tranquillement la température. La grenouille va mourir dans son chaudron. Alors, je ne vous demande pas d'être une grenouille, là. C'est pas ça que je vous demande. Mais l'idée, c'est, est-ce que c'est possible de faire ces changements-là? Alors là, puis là, je regarde mon timing, puis je pensais pas que ça irait vite comme ça. Fait qu'on va avoir le temps d'avoir des belles discussions. J'aimerais ça vous introduire un concept que j'appelle le leadership latéral. Latéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu marches tout le temps à côté de la traque. Hein? Fait que tu es sur une traque, puis tu te promènes d'un bord puis de l'autre, puis d'un bord puis de l'autre. L'avantage d'être à côté de la traque tout le temps, c'est que quand le train passe, tu te fais pas frapper par le train. Tout un avantage. Ça s'appelle de la survie. Alors, c'est quoi le leadership latéral? Le leadership latéral, c'est d'abord d'avoir de la volonté de faire un changement. Alors, la volonté d'être soi-même. Alors, je lisais ça récemment dans un livre de Seth Godin. Il dit, tu sonnes comment quand tu sonnes comme toi? Combien de personnes sont capables de dire, moi là, ma voix que j'ai,
La position que je prends dans l'entreprise, c'est vraiment moi. C'est pas un masque que je me mets pour dire « oui, je vais faire comme les autres ». Non, non, c'est vraiment moi. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, vous sonnez comment? Puis quand on vous écoute, est-ce que c'est vous qu'on entend ou le gestionnaire qui a peur de prendre des décisions ou le gestionnaire qui veut protéger sa position ou son statut ou son bonus de fin d'année? Est-ce que vous sonnez vraiment comme vous êtes? Est-ce que vous avez cette volonté-là d'être vous-même? La deuxième section du leadership latéral, c'est, excusez-moi ici, le courage de faire les choses. Alors, le courage de faire les choses, c'est super important. C'est un concept bizarrement, Émilie tantôt l'a résumé en disant la peur de, la peur de, la peur de. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est de passer par-dessus la peur. Alors, il y a un beau mot ici, je ne sais pas si vous connaissez ça, j'ai découvert ça récemment en faisant un atelier sur l'échec, la cacoraphiophobie. Bien sûr. Quelqu'un capable de dire plus vite, là, je vous mets au défi. La peur anormale, persistante et irrationnelle de l'échec. Dans les cas cliniques, elle est débilitante. La peur de l'échec ou de la défaite, même la plus subtile, est si intense qu'elle empêche la personne de faire quoi que ce soit. Alors moi, ça m'inquiète quand je vois des gens qui disent « Moi, je suis très, très confortable au travail. » Ça veut dire que vous ne prenez pas de chance, ça veut dire que vous ne prenez pas de risque. Mais l'idée aussi, c'est que des fois, on reste là parce qu'on a tellement peur d'avoir un échec qu'on ne bouge plus, on fait juste y aller. Puis là, on se dit, ben moi, je reste dans mon entreprise parce qu'écoute, avec le plan de pension qu'ils nous donnent, j'ai déjà posé la question à quelqu'un, je dis, mais ta pension, c'est quand? 11 ans, 8 mois, 9 jours et 7 heures. Tu as fait 11 ans ici, là. Ah, ça va être dur. Mais finalement, il est parti, je l'ai convaincu. Puis il est heureux maintenant. C'était pas de la psychothérapie, là. C'était mon grand chum qui me disait qu'il allait rester là pendant 11 ans, puis je le voyais dépérir puis engraisser. C'est ça, il mangeait ses émotions. Mais c'est terrible, ça, la peur de l'échec. La peur, c'est quoi? Bien, en anglais, j'ai vu cet acronyme-là il y a très longtemps et j'ai trouvé ça tellement beau. Les anglophones ont une facilité de faire des acronymes, puis moi, je suis acronymique et je fais des acronymes partout. Alors, il disait « Fear, false evidence appearing real ». Et j'ai trouvé ça tellement fort que j'ai essayé de le faire en français. Et mon Dieu que j'ai rushé! Mais je n'ai trouvé un qui n'est pas pire. Mais ça sonne moins bien, mais c'est pas pire. Pensée erronée usurpant la réalité. Bon. Non, c'est pas mauvais. Un screenshot à faire aujourd'hui, là, faites ça. Parce que combien de fois la peur qu'on a de faire une erreur, elle est fausse. Elle est basée sur ce qu'Alain disait tantôt, nos valeurs, nos paradigmes personnels. Puis quand je posais les questions dans Privacy tantôt, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens dans la salle qui n'étaient pas tellement contents de se faire poser ces questions-là. Écoutez, il y a des questions là-dedans sur le nombre de fois que vous faites l'amour par semaine, si vous avez fait l'amour avec plus qu'une personne en même temps, le nombre de fantasmes que vous aimez, si vous avez déjà trippé sur un collègue de travail. J'ai posé ces questions-là à certains groupes, puis il y a des gens à chaque fois qui rient, puis à chaque fois qui me regardent des bras croisés en se disant « T'es qui toi pour me poser cette question-là? » Alors que la réponse est anonyme, je n'ai pas besoin de savoir qui a dit oui. Alors, l'idée là-dedans, c'est que nos paradigmes, nos modèles mentaux, là, Pétula est dans la salle, elle va parler de modèles mentaux bientôt, c'est tellement fort, ça nous empêche d'avancer. Mais il faut passer à autre chose. Puis le courage, c'est de dépasser ses limites. Puis la seule façon de savoir c'est quoi la limite, c'est d'abord de les dépasser. Et vous avez tous et toutes fait ça quand vous étiez ado. Couvre-feu à 10h30. « Ah, 11h moins quart demain, c'est-tu correct? Pas! » Puis après 11h moins quart, c'est quoi? C'est 11h. On les a dépassés. Puis là, qui ici n'a pas dépassé sa limite puis arrivé une demi-heure plus tard, peut-être se faire engueuler un petit peu, puis là, avoir une discussion avec ses parents puis dire « Ouais, mais il n'y a rien arrivé. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? » On peut faire la même chose en entreprise. Il faut avoir la volonté de sonner comme on est supposé sonner. Il faut avoir le courage de passer par-dessus ses peurs. Alors ça, c'est le deuxième aspect du leadership latéral. La volonté de faire les choses, le courage de faire les choses. Puis la dernière, c'est la plus difficile. Parce que c'est celle qui est la plus profonde en nous. C'est notre ouverture à essayer des choses nouvelles. Puis moi, je dis souvent que le changement de paradigme organisationnel commence d'abord par un changement de paradigme personnel. Et là, je vais vous présenter un concept qui a été présenté rapidement par John Husband il y a 2 semaines, le concept de cinéphine. C'est un modèle de la complexité. Le modèle cinéphine, ça veut dire « different habitat ». C'est un mot Welsh, c'est un mot gallois. Et puis, le gars qui a inventé ça, Dave Snowden, il y a un livre complet là-dessus, c'est super flyé. Mais il y a une version en one word qu'il appelle. Un mot pour simplifier tout ça. Alors,
quand on regarde une situation organisationnelle, elle a 4 possibilités d'être définie. La première, c'est une solution simple ou claire, évidente. Bien, le mot pour tout ça, c'est « de ». C'est tellement niaiseux que tu n'as pas besoin de te faire expliquer, tu le sais. Il y a d'autres situations organisationnelles, c'est « ah ». C'est-à-dire qu'il faut que tu analyses un petit peu avant de décider ce que tu dois faire. Ça, c'est du compliqué, des procédures. On en a plein dans nos bureaucraties. L'autre cadran, c'est quand c'est complexe. Mais là, le mot-clé, c'est « hein ». Tu ne sais pas en tout ce qui va se passer. Là, tu es un petit peu perdu. C'est complexe. Fait qu'il faut vraiment que tu essayes des affaires pour essayer de comprendre puis prendre une décision. Et le dernier des cadrans, c'est le chaos. Le chaos, ben, c'est pas un mot vraiment, mais c'est WTF. Je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Oui, il y en a un qui l'écrit en bas, What's the future? Ah, OK. Wapiti, Tapioca puis François, mais c'est correct. Alors, le chaos. Le chaos, ben, c'est pas compliqué. Il faut que tu fasses quelque chose, que tu mettes une contrainte, autrement ça explose. C'est ce que le gouvernement du Québec a fait en passant l'année passée, quand on a mis des contraintes sévères au niveau sanitaire, quand les cas de COVID ont commencé à augmenter. Maintenant, ces temps-ci, savez-vous, on a combien de cas de COVID par jour? Y en a-tu qui suivent ça un petit peu? Hier, il y en avait 1000. Quand on a confiné le Québec pour la première fois l'année dernière, savez-vous, on en avait combien par jour? 200. De 200-300, voilà, c'est ça. 20. Au début. 20. Ouais, au début, c'était ça. Il y en avait 20. Immédiatement, il y a eu un sentiment de chaos et le gouvernement a mis une contrainte immédiatement. Ça a plus ou moins marché, mais il n'y avait pas le choix. Il ne savait pas quoi faire. Fait que c'était une situation qui était très complexe, mais le gouvernement ne peut pas réagir dans une situation complexe. Il ne comprend pas. Le gouvernement, il veut du simple et du compliqué. Autrement, il impose. Et là, c'est de mettre des contraintes sur une situation chaotique. C'est important de comprendre ces 4 cadrans-là. Parce que souvent, ce qu'on veut, c'est rester dans le cadran du clair, dans le cadran du simple. Puis ça, c'est comme essayer de chercher sa montre en dessous d'un lampadaire. Vous connaissez l'histoire. Hey, mais tu l'as perdu où, ta montre? Je ne le sais pas, mais ici, il y a de la lumière. Fait que c'est ici que je cherche. Ça ne marche pas. Alors, c'est super important de comprendre ce concept-là parce que si on essaye de tout garder dans le simple et le clair, dans le modèle, entre le chaos et le clair, il y a une falaise, ce qu'on appelle la zone de complaisance. De toujours essayer de mettre des règles claires et simples, puis dans le cas du COVID, c'est ça qu'on fait, là, mets ton masque, bâtard, sors pas. Oui, mais il y a des fois où c'est pas nécessaire de mettre ton masque. Mets ton masque! Tu sais, suis la route jaune, suis la route jaune, suis la route jaune. Ça, c'est du clair. C'est facile, mais ça ne règle pas toutes les situations. Parce que la falaise, elle est immense. Et là, si vous regardez ici la falaise, pourquoi elle est si haute? C'est que plus c'est clair, plus on a mis de l'énergie à mettre de l'ordre. Et ultimement, en haut à droite complètement, c'est l'automatisation. Énormément d'énergie, de finances à ce que tout soit ordonné. On ne déroge jamais quand c'est automatisé. Autrement, il y a des petites règles simples, mais qui sont quand même très ordonnées, que tout le monde respecte. C'est un stop, t'arrêtes. Essaye de justifier avec un policier que tu as juste ralenti. Non, la règle, c'est t'arrêtes. Avec un petit peu moins d'énergie, un petit peu moins d'ordre, c'est le compliqué. C'est pour ça que c'est plus bas. Mais l'idée, c'est la falaise entre le clair et le chaos. Cette falaise-là, c'est la falaise de complaisance. Puis trop souvent, dans nos organisations, quand on est conforme, c'est qu'à un moment donné, on tombe justement. C'est que là, la situation, elle n'est plus tenable. On a mis des règles, puis des règles, puis des règles, ça devient ridicule. Il y en a qui ont écouté Stéphane Bureau hier à Radio-Canada qui disait qu'il est revenu des États-Unis, il est en confinement chez eux depuis une semaine et sa femme il ne nous a pas dit c'était quoi, mais une maladie qui demande de la morphine. Elle était en douleur aiguë. Ils ont appelé le médecin, puis le médecin a dit on va vous envoyer une infirmière prendre des prises de sang. Maintenant, il est en confinement obligatoire parce qu'il revient des États-Unis. La règle simple, c'est que tu restes chez vous et tu ne reçois personne. Il reçoit un téléphone à tous les jours du gouvernement, un téléphone automatisé. La question, c'est avez-vous vu quelqu'un? Êtes-vous allé à quelque part? Si tu réponds oui, il y a un deuxième message qui embarque. Puis, ben, Stéphane Bureau, il a répondu oui, on a vu quelqu'un. L'infirmière est venue. Non. La réponse est as-tu vu quelqu'un? Aucune justification. Fait qu'il a répondu oui. Le ton du message a changé. Il dit vous êtes maintenant en confinement obligatoire si vous êtes passible d'une peine de prison ou de payer 750 000 $ d'amende. Ça, c'est une règle simple qui devient chaotique parce que là, on n'essaie même plus de comprendre. Et dans nos organisations, ça arrive souvent. Puis dans ce modèle-là, la partie la plus importante qui va vous permettre d'être un déviant positif, c'est le milieu, la zone de confusion. Alors ici, il y a un concept dans ce modèle-là, quand on le dessine, il y a des zones où il y a des zones grises. On appelle ça des espaces liminaux.
Alors, l'espace liminal, c'est quoi? C'est un endroit où on peut faire ce qu'on appelle une méditation aporétique. Aporétique, c'est-à-dire prendre des méthodes et les faire exploser. C'est une confusion consciente, si on veut. Alors ici, on dit les espaces liminaux. Alors, on dit qu'on pratique cette méditation-là aporétique pour créer un paradoxe, pour créer des situations où on ne comprend pas vraiment, mais c'est volontaire. Ça nous force à comprendre différemment. Alors, quand on est dans le milieu du modèle, on s'élève au-dessus de la brume et on est conscient qu'on est entre des zones différentes. Et c'est quand on a cette conscience-là, plutôt que de juste appliquer des règles, qu'on est capable de dire « Mon Dieu, je pense qu'il y aurait moyen de faire ça autrement. » Mon Dieu, c'est pas juste une procédure qui va nous sauver ou qui va nous sortir de la COVID, c'est une réflexion complexe. Alors ici, dans le modèle, quand vous êtes dans la zone simple, c'est que tu exécutes puis tu respectes. Hein? C'est le chi du chiari. Quand tu tombes dans le compliqué, il faut que tu planifies, que tu analyses, mais ça reste encore connu, puis tu es capable de t'en sortir de ça. Quand tu tombes dans le chaos, il faut que tu agisses, tu mets une contrainte. C'est ce que le gouvernement a fait au début. Confinement. Mais en fait, la COVID, c'est une situation complexe. Et pour ça, il faut explorer. Alors, le bel exemple là-dessus, c'est que si on avait exploré, par exemple, au niveau de la rentrée scolaire, on avait fait des tests, puis on s'était dit, voici la situation, il y a un pattern qui émerge. On va essayer des choses, on va prober, on va mettre des petites expériences dans chacune des écoles, on va regarder lequel des prototypes marche le mieux, puis pour reprendre ce qu'Esther disait tantôt, observer, réfléchir et adapter. Et ça, c'est du complexe. Et c'est quand on a fait un paquet de tests et qu'on comprend les patterns, qu'on finit par dire maintenant, voici comment on va faire les choses. Plutôt que d'imposer une ouverture d'école, comme ça a été fait à l'automne, avec des cas qui augmentent partout, on aurait pu demander à chacune des écoles comment vous voyez ça. Puis prendre celle qui réussit le mieux. Puis ensuite dire aux autres, regardez, on a 4 modèles différents qui marchent. Faites ce que vous voulez là-dessus. Non. On est allé dans le simple. On ouvre telle date, on fait ça comme ça, puis ça finit là. Puis on n'ajoute pas de ventilation. Avant de vous poser une série de questions, est-ce qu'il y a des commentaires? Quelques réactions dans le chat. Ouais, juste, ça fait penser un petit peu ce que la manière dont tu approches les choses à la courbe de Dunning-Kruger un petit peu sur le fait que c'est plus on est sûr, plus on est certain en fait de notre incompétence. Ouais. En fait, la question c'est comment ça se fait que les gens incompétents sont 6 sur 2 et ils sont absolument certains de prendre les bonnes décisions. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un petit peu ça essaye de répondre à ça. Et Dunning-Kruger, en fait, c'est un petit peu l'approche, je pense, que tu as mis ici. Ouais. C'est pour justement arrêter de penser des choses, donc arrêter de croire des choses, le mieux c'est de savoir. Donc, expérimentation, méthode scientifique, on pose des théories, on essaie de prédire un petit peu des résultats, on met un plan d'exécution, on récolte les résultats, et puis ensuite on s'améliore, etc., etc. Ouais. C'est un petit peu ça. Et oui, parce que dans le fond, ceux qui pensent savoir, c'est ceux qui voient tout en version simple et compliquée, c'est-à-dire qu'il y a une solution uniforme pour tout le monde. Mhm. Et plus tu avances dans ta démarche intellectuelle, plus tu te rends compte que, oh my God, il y a quelque chose d'autre. On n'en sait pas. Et ce qui est intéressant dans la complexité, puis on va en entendre parler avec d'autres personnes qui sont ici, on parle d'intelligence collective, on parle de consulter les gens pour avoir des solutions qui s'adaptent, des solutions qui sont plus proches de la réalité. Alors, j'ai lancé un sondage, parce qu'ensuite, on arrive à la conclusion, puis on va avoir du temps pour avoir quelques discussions. Alors, j'ai un sondage de quelques questions ici, 3, 4 questions, pour le futur. Après ce que vous avez vu aujourd'hui, après les légers inconforts qu'on a créés aujourd'hui, après la réalisation que pour réussir ce que je veux, il va falloir que je fasse des efforts pour sortir de ma zone de confort et passer par-dessus mes peurs. Alors, je vous pose la question, quel niveau de volonté avez-vous pour initier des changements? Quel niveau de courage avez-vous? Quel niveau d'ouverture et de curiosité pour essayer des nouvelles méthodologies? Avec 2 fautes de frappe. Puis est-ce que vous vous sentez prêt, prête à commencer la transformation la semaine prochaine? Pour eux, quoi? Attendre après tout. Exact. C'est ce qui est écrit. Pour eux, quoi? Pour Ukiwa, ben oui. C'est pour ceux qui viennent du Bangladesh, ils vont comprendre ce que ça veut dire. Non, mais pourquoi être parfait quand on peut juste être intéressant? Hein? Et humble. Et humble. Alors, j'ai 27 réponses sur 33.
Moi, il y a une affaire que je trouve intéressante, c'est qu'on était 33 au début, je pense, puis on est encore 33. C'est encourageant, ça. Oui, t'as pas fait peur à personne, François. Pas encore, pas encore. Alors, je laisse une petite seconde. Il en reste une personne à voter. Là, on va laisser le temps. Et moi, je vois vos réponses. Alors, je vous partage les réponses. Votre niveau de volonté. Alors, la plupart des gens, c'est oui, je le veux. C'est génial. Vous avez un très bon niveau de volonté. Ensuite, le niveau de courage. Encore une fois. Ah, mais là, ça a baissé un petit peu. Ça a baissé un petit peu. On est 7 prêts à avancer. Puis, il y a 2 Hercules dans la pièce, les 12 travaux d'Hercule, il n'y a pas de problème. Il y en a qui pensaient que c'est les 12 travaux d'Astérix, mais c'est Hercule, en fait, le premier qui a fait ça. Le niveau d'ouverture, en aisant des nouveautés, c'est génial. C'est pour ça que vous êtes à Spark, c'est génial. Il y en a qui sont ouverts à l'univers. Une grosse partie, on vous aime, on vous aime. Puis, vous sentez-vous prête à commencer la semaine prochaine? Ah, là, c'est plus difficile, par exemple. Là, c'est plus difficile. Et pourtant, vous avez tous des idées, des choses que vous voulez implanter, et peut-être pour vous retenez un petit peu trop. Bien, ça serait peut-être le temps de commencer, au moins de les écrire. Et c'est l'étape suivante, en fait, qu'on va aller faire ensemble. Alors, dans le fond, là, vous avez quelques jours pour penser à qu'est-ce que vous voulez faire. Comment vous voulez commencer cette transformation-là. Puis, bien, sur le tableau Miro, que vous ne voyez pas encore, il va y avoir très bientôt l'opportunité pour tout le monde de commencer un changement. Alors, ce que vous avez peut-être vu aujourd'hui quand vous êtes allé sur le tableau Miro général de la rencontre, c'est « The Black Box of Status Quo ». Ça, c'est ce qu'on vit dans la plupart de nos entreprises. Et là, en grande première, mais il ne faut pas le dire à personne, à partir de demain, je pense, peut-être jeudi, on va enlever « The Black Box of Status Quo ». Puis ce qu'on veut, c'est « The Shift ». « The Shift » qui va vous faire passer de « ego » à écho. Quelle que soit la signification que vous ayez en tête, qu'est-ce que vous voulez faire pour transformer votre organisation? Et quand vous mettrez quelque chose sur ce tableau-là, et on va en reparler là, dans la session générale, ça va être important que vous mettiez votre nom pour que si quelqu'un d'autre a des idées qui peuvent vous aider, il soit capable de vous contacter. Alors, ce qu'on veut, c'est de la collaboration. Ce qu'on veut, c'est passer vraiment de notre zone de confort à une zone où la magie va arriver, puis être capable de passer par-dessus cet inconfort-là parce qu'il n'y a pas d'autre solution. La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Les raisons n'en sont pas toujours évidentes. Mais ce qui est évident, c'est que vous êtes appelé à faire de grandes choses. Alors moi, l'année passée, j'avais donné des baguettes. Des baguettes, moi j'ai un hyperlien ici que je vais vous montrer. Ça s'achète chez Amazon sans problème. C'est très très facile en fait d'aller chercher ça chez Amazon. Je vais vous mettre l'hyperlien dans le chat et il y en a plein d'autres. Mais encore mieux, si ça vous tente, vous pouvez aussi me donner un coup de fil puis venir au bureau. J'en ai quelques-uns en stock comme vous pouvez voir. Ça sera l'occasion de façon totalement conforme de se rencontrer et de peut-être jaser de tout ce qu'on devrait faire et qu'on n'est peut-être pas capable de faire. Alors, j'ai mis un lien sur le chat pour aller sur Amazon. Il y en a ailleurs en passant. Vous pas limité par ça. Le message important ici, puis on arrive à la fin, c'est que seul, ça va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Alors, l'idée du réseau qu'on essaie de vous faire construire depuis 3 semaines, c'était tout à fait intentionnel de ma part quand on a proposé cette affaire-là. C'est que le réseau, là, il est fort, pas à cause du nombre de personnes que vous avez dans votre LinkedIn ou Facebook, mais bien avec les relations que vous entretenez avec ces personnes-là. Et c'est un grand défi de suivre la route de briques jaunes en étant capable de dévier en continu, tout en ayant en tête l'objectif final qui est d'aller voir le magicien d'Oz. N'oubliez jamais, comme le disait Mme Grace Hopper, c'est plus facile de demander pardon que de demander une permission. La permission, ça va prendre des années avant que vous l'ayez. Demander pardon, ça se fait dans un bureau 10 minutes après, puis tu dis « Excuse, boss, ça vient de te coûter 1000$. » N'oubliez pas ce concept-là aussi, que pour rejoindre les points, il faut sortir de la boîte. En fait, c'est faux. Il n'y en a pas de boîte. La pire des boîtes dans nos organisations, là, c'est les organigrammes. Ta petite boîte et ta description de tâches. Oubliez ça. Alors l'idée, là, c'est plier les règles, briser les règles, soyez les règles. Puis comme le disait Buckminster Fuller, puis c'est une chose que j'avais montré la première journée ou la deuxième, on ne change rien en combattant la réalité qui existe.
Si on veut changer quelque chose, il faut changer la réalité, il faut construire un nouveau modèle de la réalité. Autrement, on n'y arrive pas. Puis moi, je suis chanceux, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Seth Godin, mais on dirait qu'il écrit pour moi. Le 21 avril, il a écrit cette affaire-là ici. Qu'est-ce que vous devez laisser tomber? Qu'est-ce que vous devez oublier? Qu'est-ce que vous devez jeter pour aller plus loin? Alors l'idée là-dedans, là, il est dit ici, la peur, puis notre inertie, dans le fond, du statu quo, nous empêche d'avancer. Alors, il faut être brave, speak up, dire ce qu'on a à faire, puis prendre action. Alors, c'est pas compliqué, là. Puis là, il y a 2 ans, il avait écrit ça encore plus, je trouve qu'il est particulièrement pertinent. C'est possible que tu n'aies pas besoin d'autres techniques. Il faut juste que tu sois un peu plus brave. Puis on est tous capables de le faire. Le problème, c'est qu'on a des perspectives qui sont un petit peu faussées. Puis c'est étonnant de voir que dans le fond, quand on prend du recul, on se rend compte que c'est notre perspective, notre modèle mental qui n'était pas correct, notre paradigme interne. Alors, je vous laisse sur ça. Il me reste une slide après. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Moi, j'ai une petite larme à tous les fois que j'écoute ça, cette affaire-là. Je trouve ça tellement fort. Les gens qui pensent être capables de changer le monde, les fous qui pensent être capables, c'est souvent ceux-là qui le font. J'ai trouvé aussi un beau proverbe. Un arbre tordu vit sa vie, un arbre droit finit en planche. Même si les planches valent très cher ces temps-ci, je ne vous le suggère vraiment pas. Fait que là, on part de la zone dark, le dark side, là, du côté pénible d'essayer des affaires, puis on va avoir un parcours tout croche, parce que c'est pas en ligne droite, cette ligne-là. Mais on va arriver. Puis j'ai vraiment confiance que tout le monde est capable de le faire. Ce qui est évident, c'est que vous êtes appelés à faire de grandes choses. Alors, je vous laisse là-dessus, mais on peut jaser encore. On a 5 minutes, je suis en avance de mon temps. Je trouve ça génial. C'est la première fois que ça m'arrive. Yeah. On enlève le spotlight, on prend une discussion générale, puis ensuite, on aura l'autre qui commence à 13h, à 15h. C'est ça. Et puis, François, il faudra aussi peut-être partir le sondage avant la fin. Oui, je fais ça tout de suite. Sinon, j'ai remarqué qu'on a quelques interactions dans le chat. Il y avait une question de Samia. Peut-être que Samia, tu pourrais prendre le mic et parler. Oui, François, je vais te bousculer un petit peu. Bon, moi, ce que je comprends de tout ce que tu viens de dire, c'est que là, on est arrivé à un stade où, en fait, il faut bousculer, là. C'est bien. C'est souvent la bonne chose à faire. Mais moi, ce que je veux en venir, c'est que moi-même, étant quelqu'un, je sais, qui bouscule beaucoup, je suis arrivée à une autre questionnement maintenant. C'est que, étant femme, les mêmes interventions que moi, je peux faire pour bousculer, pour changer, ne sont pas perçues de la même manière qu'un homme qui ferait les mêmes interventions. Puis, c'est comme je cherche un root cause qui ramène à... Et qu'est-ce que je peux faire encore, maintenant? C'est un très bon point. Je trouve ça épouvantable ce qui se passe encore dans les entreprises. Puis le pire que je vois, c'est quand une femme, pour réussir à faire ce qu'elle veut faire, elle décide de faire l'homme. Puis là, ça devient des espèces de dictatrices épouvantables, alors qu'il y a une méthode différente que les femmes ont en général. Puis on est en train de féminiser les organisations très, très, très lentement, beaucoup trop lentement. La seule chose que je pourrais te suggérer, puis s'il y a d'autres idées dans la pièce, là, ça serait, va voir un gars en qui tu as confiance, puis feed-le tes idées. Puis à un moment donné, il va être obligé de dire, c'est Samia qui m'a dit ça. Parce que je comprends, puis c'est écœurant ce que je viens de dire là, mais pour le moment, je te dirais qu'il y a vraiment un risque, puis tu as raison, puis un risque pour n'importe qui veut faire de la déviance pas trop subtile, là,
Moi, je me suis fait tasser du comité de gestion pendant des mois parce qu'à un moment donné, j'ai irrité un directeur. Et ils m'ont littéralement tassé. Je n'étais plus invité et tout a été au statu quo pendant 1 an à cause de ça. Alors, il faut être très, très, très délicat dans nos interventions, même si on veut être déviant positif. Puis tu as raison, puis je trouve ça épouvantable, complètement déplorable, mais c'est une réalité. Puis à part de trouver un partenaire masculin qui va te supporter, puis t'épauler, puis de dire aussi qu'il va avoir l'honnêteté de dire à chaque fois qu'il y a une bonne idée qui est approuvée, de dire c'est Samia qui me l'a proposé. OK, merci François, merci. Hey, moi, je peux te rajouter quelque chose? Ben oui. Parce que, comme tu dis, ça m'écoeure de penser que ça serait à cause que tu es une femme puis que tu aurais besoin d'un acolyte homme, mais fait que je suis peut-être idéaliste de penser que peut-être que ça te prendrait aussi juste des alliés. Et donc, oui, un homme, mais ça pourrait être même des femmes, mais qui sont bien placées parce qu'on veut, qu'on le veuille ou non, c'est de la politique, beaucoup, la gestion de changement ou tu sais, tu arrives avec tes idées qui sont probablement folles, je suis sûre là, que tu arrives avec des affaires pétées vraiment cool. Mais si tu passes comme un peu des fois par le backdoor, puis tu vas chercher des gens qui, par exemple, dans mon ancienne vie, avaient une VP qui était capable de murmurer dans l'oreille du président. Fait que je savais après ça qu'elle, quand je passais par elle, c'était une femme, mais elle était capable de. Tu sais, puis là, comme par magie, c'est l'idée du président, tu sais, puis t'es comme, ouais, mettons. Là, Ouais, mais c'est là mon point, ce que vient de dire François, c'est, regarde, j'arrive, je vois l'influence que je peux faire, mais c'est jamais c'est Samia qui a dit. Ben, je suis consciente de l'impact que je fais. La vision, c'est comme on y arrive, mais c'est un peu François, il n'y a pas quelqu'un qui dit c'est Samia. Ouais, ça demande beaucoup d'humilité. C'est excessivement difficile, sauf que des fois, tu te rends compte que la seule façon de réussir, c'est de le faire comme ça. Puis ultimement, ton but, c'est-tu d'avoir la reconnaissance ou de faire le changement? Effectivement, c'est ça qui me soulage. Quand je change, ça me motive. C'est ça. Mais c'est difficile, puis Émilie a un bon point. Souvent, c'est l'adjoint ou l'adjointe administrative du président qui est la meilleure personne. Puis cette personne-là est totalement consciente de l'impact qu'elle a sur son président. Puis des fois, c'est en étant gentil avec cette personne-là, mais je pense que c'est de faire des alliés. Quand on dit la force du réseau, là, c'est justement les liens. Ben c'est ça. Là, on a dit qu'elle elle, je parle du client. J'ai un collègue qui est ici. C'est bon, ça. On a Julie qui a levé la main aussi et Alain ensuite. Je vais laisser Julie commencer. Oui, c'est ça. Julie Quentin, si tu veux ouvrir ton micro. Puis on a un petit sondage d'appréciation aussi. On apprécierait justement que vous votiez tout le monde. Go, Julie. Oui, c'est une erreur. Fausse main, désolé. Ah. Ok, c'est une fausse main. Ok, Alain. Okay. Oui, non, du coup, Samia, juste pour rebondir là-dessus, et par rapport à Amélie, si je me dis, si Samia, tu as besoin d'une autre femme pour pouvoir porter une parole auprès d'un homme, du coup, c'est dommage de te passer, toi, de ta propre personnalité pour le faire toi-même. Donc, ça serait dommage de passer par une intervenante externe si vraiment le sexisme est problématique. Je pense que tu devrais être aussi, à mon avis, capable de pouvoir le faire. Maintenant, il y a des moments où c'est bien de le faire et des moments où il faut mettre ça sur la glace. Moi, je travaille dans l'agilité depuis longtemps, puis le dicton, c'est qu'on ne fait pas de révolution, on fait des évolutions. Et l'évolution, ça prend un temps considérable. Et changer un état d'esprit, notamment de personnes un petit peu grincheuses ou alors qui ont grandi dans le noir et blanc, c'est un peu compliqué. Donc, de faire comprendre que c'est pas parce que tu fais pipi assis que tu es plus bête que les autres, quoi. Donc, moi, je fais pipi assis de toute façon, là. Oui. Et pourtant, t'es pas plus bête que les autres. Donc, quoi, tu vois, ça veut rien dire. Donc, mais par contre, c'est sûr que j'avais déjà eu le cas justement avec une collègue qui, par timidité, elle avait du mal justement à s'imposer. Je pense que l'exemple peut-être de ce qu'on a vu là, c'est qu'à un moment donné, de pouvoir aller un petit peu à côté de la traque et sans forcément faire de révolution, devenir par exemple à un moment donné avec une casquette 49ers ou j'en sais rien, histoire de te faire remarquer en disant on va pas la perdre de vue et à un moment donné peut-être qu'on va pouvoir la voir et peut-être après l'écouter. C'est peut-être comme ça qu'on peut également amener du changement plutôt que de demander de l'aide à quelqu'un alors que normalement tu devrais être capable de le faire toi-même. Merci Alain.
Merci à la Je m'excuse, là, mais j'adore tellement ce que Widad a écrit. Là. Elle s'est déjà déguisée en homme dans un meeting pour sensibiliser les gens. Puis ça a fonctionné. Bah, voilà. On va tous rentrer en homme après le télétravail. Mais là-dedans, dessinez une moustache et puis on verra un petit peu si ça change. On va prendre un dernier commentaire pour être à l'heure. On a Catherine qui a levé la main aussi, puis ensuite on va arriver à 14h45. Ben, écoute, ce que j'avais envie de partager, c'est que je trouve que, grosso modo, c'est une question de stratégie. Tu sais, c'est qu'il faut être plus fin renard, puis il faut quand on est plus stratégique, on se rend compte que les gens sont moins éduqués que nous. C'est fou un petit peu comment je le dis, mais le fait de savoir ça maintenant, c'est comme si on avait une longueur d'avance sur le reste des troupes. Puis avoir une stratégie comme s'habiller en homme, je trouve ça extraordinaire moi aussi, ou avoir des alliés, ou observer le terrain, puis faire des petits changements à la fois, ou je pense que c'est une bonne façon peut-être d'arriver à nos fins, malgré les embûches comme le fait d'être une femme, ce qui est ahurissant, là, mais ça, c'est un des enjeux qui demande du courage. C'est ça, là. C'est là qu'est le courage. OK, je vais le faire pareil, même si j'ai des totons. C'était le mot de la fin. Je commence à en avoir. Moi, les chips, ça commence à avoir de l'impact sur mon sujet. Alors, merci à tous, merci à toutes. Il est 14h45. On est dans notre temps. La prochaine conférence, c'est Leslie qui va être à 13h. On va fermer la salle ici. On va la réouvrir dans quelques minutes. Alors, Leslie, tu vas venir me rejoindre dans l'autre salle. Donc, merci à tous. S'il y en a qui veulent voter, je laisse ça ouvert encore quelques secondes. Puis, on se retrouve un peu plus tard. Merci François. Merci. C'était super. Merci. Merci beaucoup.